Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue et surtout à ces soldats qui ont, malgré les circonstances, accepté de participer à ce point de presse. C'est une journée mémorable où on va recevoir notre équipe qui nous a fait honneur au Qatar et qui est véritablement non seulement a porté haut le drapeau marocain, mais a porté haut également le drapeau arabe et pourquoi pas musulman. Et donc, j'espère que cette façon de procéder au niveau du football, de l'équipe, de ses joueurs, de ses dirigeants, va devoir inspirer une meilleure manière de conduire les choses et de les faire parvenir là aussi à bon port. Bien. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous faire parcourir avec vous bien, les éléments qui ont constitué la réunion du Conseil de ce matin, ainsi que la décision qui a été prise par le Conseil. Et puis, comme d'habitude, on va ouvrir le champ aux questions qui vous préoccupent et autant que se peut, si je peux y répondre. Bien. Alors, donc, dans sa réunion d'aujourd'hui, le Conseil a analysé l'évolution récente de la conjoncture économique internationale, a relevé, 1. Qu'elle reste marquée par l'enlisement du conflit en Ukraine, la fragmentation géopolitique et économique et les séquelles de la pandémie. Malgré des signes de son atténuation dans certains pays, l'inflation demeure globalement très élevée, ce qui amène les banques centrales à poursuivre le resserrement monétaire largement synchronisé. En conséquence, les perspectives de l'économie mondiale continuent de se détériorer avec une forte décélération de la croissance attendue en 2023. Au niveau national, cet environnement pèse sur l'activité économique et sur l'évolution de l'inflation. Cette dernière va devoir continuer à enregistrer des taux très élevés pour une période bien plus longue que prévu en septembre, impactée notamment par les pressions externes qui se diffusent aux biens et services non échangeables et par la mise en œuvre de la réforme du système de compensation à partir de 2024. Pour prévenir tout désancrage des anticipations d'inflation et favoriser le retour de l'inflation à des taux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix, le Conseil a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 2,50%, tout en continuant de suivre de près la conjoncture économique et les pressions inflationnistes, tant au niveau national qu'international. Donc, nous passons d'abord à l'environnement international. Bien, comme je vous l'ai dit, la croissance de l'économie mondiale ralentirait de 6,1 en 2021 à 3,1 en 2022, puis à 2,2 en 2023, avant de s'accélérer à 2,9 en 2024. Aux États-Unis, la croissance se limiterait à 1,9 en 2022, après 5,9 en 2021, devrait baisser à 0,6 en 2023, puis augmenter à 2 en 2024. La même chose dans la zone euro, mais qui pâtit plus particulièrement de la crise énergétique. Eh bien, la croissance est prévue de décélérer de 5,3 à 3,3 en 2022 et à 0,7 en 2023. En 2024, elle s'améliorerait à 1,5. Au niveau des principaux pays émergents, eh bien, pâtissant notamment de la politique zéro Covid, la croissance en Chine ressortirait en décélération de 8,5 à 3,1 en 2022, avant de s'améliorer à 5,2 en 2023 et à 5,4 en 2024. En Inde, en revanche, l'économie devrait continuer de croître à un rythme soutenu, atteignant 6,8 en 2022, 6,7 en 2023 et 6 en 2024, et ce, après un taux de 8,3 en 2021. S'agissant de la Russie, son économie continue de subir les effets de la guerre et des sanctions et devrait connaître une récession, mais d'une ampleur moins qu'anticipée au début du conflit. Ainsi, son PIB se contracterait de 2,9 en 2022, puis de 2,6 en 2023, avant de progresser de 3,3 en 2024. Sur le marché du travail, eh bien, les situations sont toujours favorables
dont les principaux avancés. Le taux de chômage devrait baisser en 2022 avant de s'inscrire en hausse à partir de 2023. Aux États-Unis, il diminuerait de 5,4 en 2021 à 3,7 en 2022, puis augmenterait à 4,4 en 2023 et 5,3 en 2024. Dans la zone euro aussi, tout en enregistrant des évolutions largement contrastées d'un pays membre à l'autre, ce taux reculerait globalement de 7,7 à 6,7 en 2022 et se stabiliserait à ce niveau en 2023, puis passerait à 7,1 en 2024. Nous avons l'habitude de nous arrêter aussi en ce qui concerne le cours des matières premières, qui reste à des niveaux élevés. Bien, les prix des produits énergétiques poursuivraient à moyen terme le repli enregistré ces derniers mois, tout en continuant d'évoluer à des niveaux élevés. Le prix du baril du Brent devrait ressortir à 99 $ en moyenne en 2022, contre un peu plus de 70 $ en 2021, avant de reculer à 82 $ en 2023 et puis 80 en 2024. Pour les denrées alimentaires, les cours termineraient l'année sur une progression de 14,6%, mais diminueraient de 9,1 en 2023 et 1,4 en 2024. Pour ce qui nous intéresse plus directement, c'est-à-dire le phosphate et les dérivés, et selon les projections de la Banque mondiale du mois d'octobre, le cours du phosphate brut, après un accroissement de 119% cette année à 270 $ la tonne, baisserait à 200 $ en 2023 et à 175 $ en 2024. De même, le cours du DAP s'établirait à 790 $ en 2022, mais en hausse de 31%, mais devrait revenir à 750 $ en 2023 et 650 $ en 2024. Alors, quand on s'arrête à l'inflation, comme je vous l'ai annoncé, elle va atteindre des niveaux exceptionnels en 2022 et ne devrait baisser que de manière graduelle. Aux États-Unis, après un pic de 9,1 au cours du mois de juin, elle ressortirait en moyenne sur l'ensemble de l'année à 8%, avant de revenir à 3,9 en 2023, puis à 2,4 en 2024. Dans la zone euro, la répercussion de la crise énergétique aiguë se traduit par des pressions inflationnistes plus fortes et plus persistantes, avec un retour prévu autour de la cible de la BCE en 2024. Elle s'établirait à 8,4 en 2022, 6,5 en 2023 et atteindrait 2,2 en 2024. Tout ça a amené encore les banques centrales, notamment la Fed et la BCE, à relever encore le taux de base, les taux fédéraux, le taux des fonds fédéraux pour la Fed, entre 4,25 et 4,50, c'est-à-dire 50 points de base, et la BCE également, le même mois, le 15 de ce mois-ci, 50 points de base, et évidemment, je ne rentre pas dans le détail en ce qui concerne l'achat d'actifs. Alors, si nous passons au niveau national, au niveau national, comme je l'ai indiqué, le rythme soutenu en octobre est à 8,1. L'inflation a atteint 8,1 en octobre, soit le même niveau moyen qu'au troisième trimestre 2022. Cette évolution, elle recouvre une accélération de 7,5 à 7,6 de sa composante sous-jacente, une accélération de 15,8 à 16,8 du rythme d'évolution des produits alimentaires à prix volatile et une hausse de 0,1 au lieu d'un repli de 0,3 des tarifs réglementés et une décélération de 52 à 40% des prix des carburants et lubrifiants. Donc, dans ces conditions-là, nous avons impacté à la fois par les prix élevés des matières premières et des produits échangeables. Là aussi, les prix non échangeables, on les voit, la diffusion et la pression se poursuit durant les derniers mois, bien qu'on léger repli en octobre. Et à ce moment-là, nous atteignons les chiffres que j'ai annoncés, c'est-à-dire l'inflation atteindrait 6,6 en 2022, ralentirait en 2023, mais plus lentement que ce que nous avons prévu en septembre. Elle s'établirait à 3,9, donc presque 4, avant d'enregistrer un nouveau rebond
à 4,2 en 2024. Cet rebond de 2024 est bien sûr lié essentiellement à ce qui est programmé sur le plan budgétaire par le ministère des Finances et qui a été présenté d'ailleurs au Parlement. Cette programmation à moyen terme, ce qui est de 2023 à 2025, a bien montré la fin de la compensation en 2024. C'est-à-dire qu'en 2024, les produits qui ont été jusqu'à présent soutenus ou compensés ne le seront plus. Et d'ailleurs, on le voit, on le verra tout à l'heure quand on attaquera les finances publiques, ça impacte bien sûr le niveau des dépenses de façon particulière. Bien, en ce qui concerne la croissance économique nationale, après le rebond de 7,9 enregistré en 2021, la croissance économique marquerait, selon les projections actualisées de Maghreb, un net ralentissement à 1,1%, résultat d'un recul de 15% de la valeur ajoutée agricole et d'une décélération à 3,4% du rythme des activités non agricoles. En 2023, elle s'accélérait à 3%, portée par la hausse de 7% de la valeur agricole, parce que, comme vous le savez, évidemment, la récolte 2022-2023, c'est 34 millions de quintaux, 2021-2022, et 2023-2024, nous maintenons jusqu'à présent l'hypothèse de 75 millions de quintaux, qui est une hypothèse de travail, en attendant bien sûr d'actualiser ce chiffre-là au fur et à mesure que s'exécute l'année et que nous voyons les niveaux des précipitations qui influent le niveau de la récolte. Donc, nous travaillons sur une récolte moyenne de 75 millions de quintaux et donc ça impacte la croissance globalement à 3%. Et en 2024, la croissance se situerait à 3,2 avec un accroissement limité de 1,8 de la valeur ajoutée agricole et une progression quand même plus marquée des activités non agricoles à 3,5. Pour ce qui est du marché du travail, comme d'habitude, comme je l'ai dit, nous n'avons malheureusement que la situation du troisième trimestre 2022 qui vient d'être donnée par le HCP. En effet, le troisième trimestre de 2021 et le même trimestre de 2022, l'économie nationale a accusé une perte de 68 000 postes d'emploi. Et tenant compte d'une sortie nette de 128 000 demandeurs d'emploi, le taux d'activité a enregistré une baisse et revenant de 45 à 44%. Le taux de chômage a baissé de 11,8 à 11,4 au niveau national, durant toujours la comparaison des 3 trimestres, avec un repli d'1 point à 15% en milieu urbain et une stagnation à 5,2 en zone rurale. Pour les jeunes de 15 à 24 ans en particulier, ce taux a enregistré une augmentation de 0,7 points à 31,7 globalement et une diminution de 1,4 points à 43,8 dans les villes, ce qui reste quand même un pourcentage élevé. Pour ce qui est des échanges extérieurs, je ne vais pas indiquer dans le détail, ma présentation qui va vous être distribuée vous donnera tout le détail à ce titre-là, mais les exportations sont tirées essentiellement par les ventes du phosphate et dérivés et par celles du secteur automobile, et nous voyons que le secteur des phosphates et dérivés terminerait l'année avec un rebond de presque 57% à 126 milliards, ce qui est quand même un chiffre fortement intéressant, et aussi le secteur automobile qui progressait de 31% et qui va atteindre presque 110 milliards de dirhams. En ce qui concerne, après, les importations, eux aussi, vont connaître un alourdissement de 38% et qui recouvre essentiellement la facture énergétique qui augmente presque de plus de 100%. Elle arrive à 143 milliards de dirhams pour cette année, la facture énergétique, ce qui est quand même lourd. Mais il y a aussi une progression des achats
de demi-produits et un rebond des approvisionnements en blé qui vont quand même atteindre 27 milliards de dirhams. Donc vous voyez que ce qui impacte les exportations, c'est essentiellement phosphate et dérivés. Nous sommes à 126 milliards. L'automobile, nous sommes presque à 110 milliards. Du côté des importations, c'est essentiellement la facture énergétique, 153 milliards. Les approvisionnements en blé, qui sont quand même de 27 milliards de dirhams. Alors, les recettes voyage, c'est quand même intéressant. Nous faisons un bon record à presque 89 milliards de dirhams, après 34 milliards en 2021, et une quasi-stagnation pour nous en 2023, et peut-être une certaine amélioration en 2024, vont atteindre 94 milliards de dirhams. Donc, les voyages reprennent avec un rebond très intéressant. La même chose pour les MRE. On avait cru que l'année 2021 était déjà un record, avec 93 et quelques milliards, presque 94. Eh bien, l'année 2022 terminerait avec une hausse de presque 13% et on atteindrait presque 106 milliards de dirhams MRE pour 2022 et on resterait autour de 102 milliards en 2023 avec peut-être une légère baisse en 2024 autour de 104 milliards. Eh bien, dans ces conditions, ce qui est intéressant, c'est le déficit du compte courant. Il se creuserait de 2,3 en 2021 à 3,3 en 2022, avant de s'atténuer à 2,1 en 2023 et à 1,9 en 2024. Concernant les IDE, bien, les recettes avoisineraient à peu près 3% cette année 2022 et peut-être les 2 prochaines années, une légère amélioration à 3,2% du PIB pour 2023 et 2024. Eh bien, si le Trésor concrétise les financements extérieurs qui sont prévus dans la loi de finances 2023, eh bien, les avoirs extérieurs de réserve s'établiraient cette année à 341,7 milliards de dirhams, mais il faut souligner que le Trésor n'est pas sorti sur le plan extérieur cette année et qu'ils vont s'élever à 363 milliards de dirhams en 2023 et à 371 milliards de dirhams en 2024. Ils vont représenter 5 mois et 18 jours d'importation de biens et services en 2022 et 6 mois sur l'horizon de prévision, c'est-à-dire à la fois l'année 2023 et 2024. Ce qui est du taux de change effectif réel, c'est intéressant parce que là aussi ça donne une indication intéressante. Sur 2022, ben, on va assister à une dépréciation du taux de change de 3,2 et il devrait légèrement s'apprécier en 2023 à 0,3%. Et il devrait s'apprécier mieux encore à presque 2% en 2023, en lien essentiellement avec une inflation domestique supérieure à celle des principaux pays partenaires. Donc nous allons faire du 4,2 contre les pays partenaires, bientôt au maximum durant les années à venir à 2,3 en 2024. Donc vous voyez que là aussi l'appréciation est là, elle reprend en 2024. En ce qui concerne le crédit bancaire et les conditions monétaires, le taux débiteur moyen, parce que nous avons les chiffres du 3e trimestre de l'enquête du 3e trimestre 2022, bien, le taux débiteur moyen pour les banques s'établit à 4,4, en baisse de 5 points de base. Par secteur institutionnel, eh bien, le taux appliqué aux prêts aux entreprises sont restés quasi stables et ceux les prêts aux particuliers ont augmenté de 19 points de base. Ben, vous avez le tableau là, vous l'aurez dans la distribution de la note et on peut y revenir dans le cadre des questions que vous voulez poser. Pour ce qui est de le crédit bancaire, il y a une accélération graduelle du rythme du crédit bancaire au secteur non financier. On termine l'année
Rappelez-vous, l'année 2021, c'était une progression de 2,9%. Le crédit au secteur non financier a connu une accélération graduelle avec une hausse de 6,3 en octobre 2022, tirée essentiellement par celle des facilités de trésorerie aux entreprises non financières privées. Tenant compte de l'évolution prévue de l'activité économique et des anticipations du système bancaire, il terminerait l'année avec un accroissement l'année 2022 avec 5,1 et progresserait en 2023 de 3,3 et 5,5 en 2024. S'agissant des créances en souffrance, le ratio au crédit bancaire s'est établi à 8,7 en octobre. Au niveau des finances publiques, eh bien, l'exécution budgétaire au terme des 11 premiers mois de l'année fait ressortir une amélioration substantielle, sensible des recettes ordinaires de 25,6% et qui est portée principalement par l'augmentation notable des rentrées fiscales et la forte progression des recettes des mécanismes de financement spécifiques qui ont atteint 21 milliards de dirhams. C'est quand même important et ils s'inscrivent pour l'ensemble de l'année 2022 à 25 milliards. En parallèle, les dépenses globales se sont alourdies de 15,9%, reflétant en particulier la hausse de la charge de compensation qui a été très lourde cette année et qui donc atteint presque les 30 milliards. Tenant compte notamment de ces réalisations, des données de la loi de finances 2023 et de la programmation budgétaire dont j'ai parlé 2023-2025, le déficit budgétaire, selon les projections de Banque Maghreb, devrait s'atténuer graduellement, revenant de 5,9 du PIB en 2021 à 5,3 en 2022, avant de diminuer à 4,6 en 2023 et à 4% en 2024. Dans ces conditions, l'endettement du Trésor devrait diminuer à 68,6% du PIB en 2022, alors qu'il était à 68,9, presque 70% en 2021, s'établir 67,7 en 2023 et 66,1% en 2024, c'est-à-dire qu'il baisserait pratiquement de 1 point chaque année, bien un peu plus d'1 point en 2022, 1 point en 2023 et 1 point en 2024. Sa composante intérieure passerait de 53 à 51,2% en 2023 et à 49,6% en 2024, et celle extérieure et se situerait à 15,5% en 2022, mais se stabiliserait à 16,5% à la fois pour 2023 et 2024. J'en arrive à la fin de toute l'analyse qui a été faite des différentes composantes macroéconomiques, je dirais analysées par le Conseil de la Banque, à la fois sur le plan interne et externe, qui a justifié les prévisions de croissance d'inflation élevées que j'ai indiquées, 6,6 pour 2022, 3,9 pour 2023 et 4,2 pour 2024, en supposant que le programme de décompensation viendra à son terme en 2024 et qui fait que ça va également faire un rebond au niveau de l'inflation qui a justifié l'augmentation des 50 points de base qui a été effectuée par une nouvelle fois en décembre et qui a porté le taux directeur à 2,5%. Voilà, on en a à vos questions. Je suis tout écoute. Surtout, nous ne sommes pas nombreux. Donc, on va prendre un à droite, un à gauche, une dame à droite, une dame à gauche. Je commence par une dame à droite. Hein? Fair play. Allez-y. Alors, donc, bonjour Monsieur Louali, merci pour votre présentation. Je commencerai peut-être par la décision elle-même. Donc, pourquoi 50 points, pas plus, pas moins? Et est-ce que vous estimez que l'impact qu'on cherchait à travers le relèvement, le premier relèvement, est-ce qu'on l'a atteint ou pas, surtout par rapport au taux créditeur? Il est un peu tôt de pouvoir parler de l'impact de la décision que nous avons prise en septembre, pour la bonne raison que
les enquêtes en ce qui concerne les taux débiteurs appliqués par les banques à leur clientèle se fait trimestriellement et que nous avons eu le 3e trimestre et nous attendrons le 4e trimestre, c'est-à-dire en clôturant le mois de décembre, pour voir comment les banques ont répercuté les 50 points de base sur leur clientèle. Est-ce qu'elles ont pondéré? Est-ce qu'au contraire, elles ont appliqué? Et de toutes les façons, il y a aussi un deuxième point qui joue, c'est le fait qu'il y a les échanges de contrats. C'est-à-dire que les banques ne peuvent pas, au milieu d'un contrat, venir dire, bon, ben, on va passer à un autre taux. Donc, nous sommes en train d'attendre la fin de l'année pour pouvoir obtenir l'enquête trimestrielle sur les taux débiteurs appliqués par les banques. À ce moment-là, on sera, au niveau de Banque Maghreb, mieux en mesure de voir quel est l'impact ou comment les banques ont appliqué cette augmentation des 50 points de base vis-à-vis de leur clientèle. Alors, maintenant, en ce qui concerne ce qui est, nous avons indiqué ici. Eh bien, évidemment, vous aurez pu me dire pourquoi pas 75 points de base, etc. Il y a sur ce que j'ai lu à travers les think tanks et les anticipations d'inflation, il y a ceux qui étaient pour 75 points de base, il y a ceux qui étaient pour 25 points de base. Ça ne veut pas dire que nous avons pris, je dirais, le chemin moyen. Non, non. Nous avons d'abord nos modèles qui nous montrent un petit peu quel est le taux directeur en ligne, en quelque sorte, avec ces niveaux d'inflation que nous avons enregistrés. Deuxièmement, il y a le fait que l'inflation, quand même, baisse. Elle reste à des niveaux élevés, mais elle baisse. C'est-à-dire que nous passons de 6,6 en ce qui concerne l'année 2022 à 3,9. Et donc, par conséquent, là aussi, nous avons pris en compte, quoi qu'elle reste au-delà du taux que nous visons, nous, en tant que banque centrale, comme étant un taux de stabilité des prix, elle reste quand même à un niveau haut, mais elle décélère de façon sensible par rapport au niveau des 6,6 que nous allons devoir enregistrer en 2022. Maintenant, je pense que déjà en cumulant celle de septembre et celle de décembre, nous arrivons quand même à 100 points de base. Donc, par conséquent, c'est quand même significatif. Donc, par conséquent, là aussi, il faut prendre en compte ce qui a été fait en septembre. Il ne faut pas venir d'une façon isolée et dire « Ah oui, 50 points de base ». Nous avons analysé un petit peu tout ce qui devrait se faire en prenant en compte ce que nous avons décidé en septembre, ce que nous avons décidé en décembre, qui fait que le cumul est quand même de 100 points de base, et 100 points de base n'est pas négligeable dans le cadre de ce que nous voulons faire. Maintenant, nous estimons que c'est un niveau qui, sur le plan, va permettre de mieux ancrer les anticipations d'inflation. Nous estimons à ce moment-là, on verra comment les choses vont devoir se comporter horizon 2024, parce que là, on va supprimer les compensations et là aussi, 2024, on voit qu'au niveau de la compensation, 2024, la compensation va se situer à 8 milliards de dirhams, c'est vraiment les queues, etc. Et 2025, pratiquement, il n'y a plus rien, quoi. Il y aura au titre de la compensation 200 millions de dirhams. Donc on verra là, tous les trimestres, c'est pour cela que je dis, nous suivons de très près les évolutions que nous avons faites. Est-ce que là aussi, eh bien, octobre qui a décéléré, est-ce que le pic est derrière nous? Est-ce qu'il n'est pas encore derrière nous? On verra un petit peu comment les choses vont devoir se comporter, à la fois pour les mois de novembre, décembre, mais également pour les premiers mois de l'année 2023, de façon à bien nous situer par rapport au pic d'inflation. Est-ce que là aussi, on analysera là aussi de façon approfondie, comme ce que nous avons fait en septembre et que ce que nous avons fait maintenant en décembre, c'est-à-dire sur les biens échangeables, quels sont le pourcentage des biens non échangeables où ça se diffuse, à quel niveau
d'augmentation ça se situe? Est-ce que c'est plus de 2%? Quel pourcentage? Parce que nous avons vu que la dernière fois, c'était les 2/3 qui ont augmenté. On reste autour de ce pourcentage. Maintenant, c'est encore 64% de biens et services non échangeables qui sont impactés par l'augmentation. Tout ça est une analyse approfondie sur laquelle nous devons aller pour pouvoir bien voir est-ce que nous allons continuer ce mouvement ou au contraire, ce que nous avons fait en septembre et décembre est suffisant pour bien ancrer les anticipations d'inflation. Bien, gauche. Oui. يوسف الخضر إسبريس. السيد الولي بخصوص صندوق النقد الدولي، واش كاين شي جديد بخصوص المفاوضات بالنظر الى ان الاجتماع المقبل غيكون الشهر المقبل في يناير مع مجموعه العمل الدولي؟ واش هذه الخطوه هذه تكون حاسمه ان يتم التوصل لاتفاق؟ واش كاين شي رقم مثلا عبر عليه المغرب بخصوص هذا القرض هذا؟ سؤال اخر بخصوص اسمح لي لان دويت على جوج الاشياء. انا حسبني القافي تدوي على القافي. اي من بعد الاجتماع اللي غيكون في جونفي، واش زعما هذا الاجتماع حاسم اننا نوصلوا لشي اتفاق مع مزيان. بخصوص سعر صرف الدرهم، واش كتشوفوا ان شي خطوه تكون مقبله في 2023 بناء على تقييم تحرك سعر الدرهم في هذه السنه الماضيه، الى جانب رفع سعر الفائده ودعم الحكومه لبعض القطاعات المتضرره؟ شنو المطلوب في نظركم لمواجهه التضخم بشكل اكبر؟ شنو المطلوب اكثر بالاضافه الى رفع سعر الفائده ودعم الحكومه لبعض القطاعات؟ شنو المطلوب، شنو خاص يدار اكثر باش نواجهوا التضخم؟ لا شوف نقول لك اولا نطرقوا الاسئله اللي تتم القافي او المفاوضه مع المنظمات الدوليه. القافي الزياره ديال الوفد غادي تكون في بدايه السنه المقبله ان شاء الله، تيقولوا 16 23 يناير. الزياره ديالهم بدائيا على انه المغرب طبق التوصيات ديال القافي، ولكن هما غادي يجيو باش يشوفوا واش تطبيق حقيقي افكتيف، واش تطبيق حقيقي، وغادي يكون عندهم اتصالات مع القطاعات الاساسيه اللي كانت مستهدفه في الاطار ديال التوصيات ديالهم. اذا هادو كله غادي يتقام به. نتمناو على الله على انه هذه النقطه ماشي تكون مورانا بدايه السنه المقبله، لان هادو غادي يرفعوا التقرير ديالهم الاجتماع ديال القافي اللي غادي يكون في فبراير في باريس ديال 2023، والاجتماع العام الجمع العام هو اللي غادي يقرر، اللي غادي ياخذ القرار النهائي. اذا غادي يجيو بدايه السنه 16 23 يناير، غادي يزيدوا حقوا مع القطاعات ومع المسؤولين المغاربه، غادي يرفعوا التقرير ديالهم الجمع العام ديال القافي في فبراير، وهذا الجمع العام ديال القافي هو اللي غادي يقرر الخروج النهائي للمغرب من الرماديه، من اللائحه الرماديه ديال القافي. هذا غادي يرفع الشرط ديال المناقشه على لا فاسيليتي مودولابل مع صندوق النقد الدولي. إن كنت قلت لكم في شو تنبير انه كنا تنذكروا معاهم، فتحنا المجال، وكانت هنا او تيتر دو لارتيكل 4 فيما يخص لي كونسلطاسيون مع الصندوق النقد الدولي، كانت ما بين اكتوبر وبدايه نوفمبر، وذكرنا على هذا التسهيله، وخداو بعين الاعتبار على انه التقرير اللي عملوا في الاطار ديال الكونسلطاسيون ديال لارتيكل 4 يمكن له يصلح كاساس اسمع لي، يمكن له يصلح كاساس ديال المناقشه ديال هاد التسهيله. هاد التسهيله علاش؟ هاد التسهيله غادي تسهل على الخزينه باش تخرج تقترض في الخارج بشروط اللي هي الين اللي الا ما كانتش هذه الاتفاقيه، وكذلك هذه تاخذها بعين الاعتبار المؤسسات ديال التنقيط في الاطار ديال المراجعه ديال التنقيط السيادي ديال المغرب.
هذا هو. اذا الكافي هادو من الشروط ديال المناقشه اللي غادي تكون بالنسبه ديال صندوق النقد الدولي. بديناها في الاطار ديال البعثه اللي جات في اكتوبر نوفمبر على الارتيكل 4 الفصل 4 ديال الستاتيو ديال صندوق النقد الدولي، وغادي يمكن الى هذا نمشيو في المفاوضات، وهذا كيف قلت لك غادي تسهل الى اخره. هادشي بالنسبه قلت لي بالنسبه لنظام الصرف. نظام الصرف في الاطار ديال هذا اللجنه اللي جات ديال صندوق النقد الدولي، اولا ما جبدوش هذه النقطه نهائيا. هذه المره هذه ما جبدوش هذه النقطه. واش غادي تمروا الفتره الثانيه؟ ما جبدوهاش نهائيا. ولكن كيف تنعملوا كل 3 شهور، البنك ديال المغرب حسب الاحتسابات اللي تعمل، عده الاحتسابات اللي تعمل صندوق النقد الدولي تنقوموا بها باش تنشوفوا واش السعر ديال الدرهم مطابق للمعطيات الاساسيه ديال الاقتصاد المغربي او لا. هذا الشيء عملناه وجا وعملناه وبان على انه السعر ديال الدرهم يتماشى مع المعطيات الاساسيه ديال الاقتصاد المغربي. Il n'y a pas de désalignement du dirham اللي تجعل على انه نعملوا ديفالياسيون او ما نعملوش ديفالياسيون الى اخره. هذا ما كانش منه. والقضيه ديال النظام الصرف ما جبدوش بالكل. يمكن لك تمشي للسيت ديال صندوق النقد الدولي، خذ الارتيكل 4 هذا التالي وقراه، دور مع راسك، ما غادي تجبر، ما دوش عليه نهائيا. وانا اكدت لهم، قلت لهم هذه القضيه نساوها، لما ما يمكنناش نقيسوا في هذا الشيء في الازمه، حتى تمر الازمه ونفدوا ونقدوا، ذاك الساعات حنا اهل مكاتب ادرى بشعابها فوقاش يمكننا نمروا ما نمروش الى اخره. اذا هادو هما فاش حنا ماشيين. ولكن كل 3 شهور كانت المفاوضات او ما كانتش، حنا كبنك المغرب تنقوموا بطبيعه الحال بالتحليل باش نشوفوا واش السعر ديال الدرهم مطابق ديال المعطيات الاساسيه للاقتصاد المغربي او لا. الى يومنا هذا يتماشى والمعطيات الاساسيه ديال الاقتصاد المغربي. صافي يلا ليمين يلا تفضل. مرحبا. dépend de la balance des paiements, de la balance commerciale. Or, nous avons un déficit énorme de la balance commerciale, nous avons un déficit de la balance des paiements, nous avons un taux d'intérêt réel presque négatif. Et donc, qu'est-ce qui fait la force du dirham par rapport à nos voisins, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, la Turquie, qui ont vu leur monnaie, la valeur de leur monnaie s'effondrer? Et le dirham est presque en bonne santé. Et ça nous protège en tant que consommateurs. Bien sûr, bien sûr que ça vous protège. Bien sûr. Non, il faut bien prendre une chose. Il faut bien comprendre une chose. Ouelen, la valeur d'une monnaie n'est pas que le bilan commercial. C'est une donnée importante, mais pas uniquement la donnée commerciale. C'est un tout. Vous savez que les agences de notation, dans le cadre de leur analyse d'un pays et de la notation souveraine d'un pays, c'est ça ce qui est important, c'est la notation souveraine. أول ما تبدأ تقول لك الاستقرار في المغرب، la stabilité. جبتي اللي قدامنا، ايوا شوف la stabilité. Regardez la Tunisie. Regardez ce qui s'est passé au niveau des dernières élections. Hein? 8% avec un régime ما بقيتي تعرفوا واش présidentiel واش parlementaire واش. C'est très important. Très, 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 très important. La stabilité et la sécurité sont d'abord les conditions premières de tout développement économique. إذا ما كانتش عندك la stabilité et la sécurité سير تنعس. Et
هادشي ماشي انا مجامله تعرفوني كي تنتكلم. تيقول هكذا لو ريجيم مونارشيك هكذا assure cette stabilité, cette sécurité, etc. Les agences de notation. C'est pour cela que, évidemment, ça renforce les équilibres macroéconomiques renforce la souveraineté d'un pays. Le Fonds monétaire international. La Tunisie a pu tirer? N'a pas pu tirer. Venir la souveraineté. L'Égypte, la même chose. ردوا ما زلت يتماطلوا بهم حتى تعمر لا كونديسيوناليتي بعد اجي تذكر معي. La Jordanie à un certain moment. C'est pour cela que je dis toujours, essayons de garder ces équilibres macroéconomiques. La valeur, c'est pour cela que quand on voit ce qui se met en place et qu'ils viennent au titre de l'article 4, jetez un coup d'œil rien que sur le communiqué. Et ça vous donne une impression comment les organisations internationales, qui ont 186 pays sous la loupe, l'article 4, à tous les pays, y compris les États-Unis. Les États-Unis, les consultations au titre de l'article 4. Tout chaque membre du FMI fait les consultations au titre de l'article 4, y compris les États-Unis. Le Japon, c'est que nous menons les trains de réforme. L'AMO, ils ont applaudi. Le fait que tu dises, je vais décompenser en 2024, mais je vais préparer le ciblage des populations les plus touchées. D'un côté, c'est plus équitable, parce que ceux qui doivent payer sans être... payeront. Ceux qui ne peuvent pas payer vont être ciblés. C'est à la fois équitable, mais en même temps, ça donne au gouvernement certaines marges budgétaires pour qu'il puisse élargir son action, son investissement, etc. C'est ça ce qu'il faut regarder aussi. Et c'est tout le trend. Et la crise, il faut accélérer les réformes structurelles. Et je partage ce point de vue. Il faut accélérer les réformes structurelles. راه اللي ما خرجتي بحال المثله ديالنا اللي ما خرج من الضيق ما يخرج من الاتساع. Donc ces réformes structurelles, il faut les accélérer. Cibler les populations de Mini, élargir les marges budgétaires dont vous pouvez disposer. Bien évidemment, rendre plus productifs les investissements que vous faites. Avec le stress hydrique, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Il fallait investir pour prévenir ce stress hydrique. Nos barrages sont à 25%. الله يسامح لك والله حتى لعب لك 32 كاين مشكل. C'est ça ce qu'il faut. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est que vous mettez la charte d'investissement, vous mettez une charte d'investissement avec une prime sectorielle et une prime territoriale, vous voulez également regarder dans ces primes le problème de l'emploi, mais en même temps, vous dites le privé, le privé, parce que le privé, les procédures, la digitalisation des procédures, le problème de la déconcentration, le problème aussi de la corruption, etc. وما نبقاوش الاشياء طابو ما بقى طابو
Il abrite. Et c'est comme ça que vous pouvez réussir. Il faut faire aboutir les réformes à la bonne destination d'elles. Vous parlez des entreprises publiques, Mziane, d'accord, mais il faut faire aboutir la réforme. L'AMO, Mziane. Mais en même temps, il faut préparer l'infrastructure hospitalière. Vous ne pouvez pas engager 22 millions de personnes à venir au niveau de l'AMO sans qu'en face, vous n'ayez au moins arrangé, bien, je dirais, l'infrastructure de base hospitalière. علاش؟ إن باش الناس تبدا تثيق في داك الشيء اللي تدخل. وهذا c'est le deuxième élément ou le troisième élément. Stabilité, sécurité et confiance. نثيق فيك. نثيق فيك. نثيق في داك الشيء اللي تدخل. نثيق في داك الشيء اللي tu es en train de mettre. Oui. À ce moment-là, les ingrédients sont réunis pour pouvoir faire les sauts qualitatifs qu'il faut faire. Et c'est ça ce qui assoit la valeur d'une monnaie. هذا هو globalement. وهذا الشيء اللي تنقولوه لأن à ce moment-là ta balance de paiement s'améliorera nécessairement. أنت l'OCP مزيان. Les gens disent ah oui, est-ce que verdir tout de suite ce programme de verdissement? Ah oui, au niveau des importations, au niveau de l'Europe et des États-Unis, ils vont lui bloquer les importations en disant c'est pas conforme aux normes environnementales. Mais l'homme va exploser. Il va tirer sur l'ammoniac. Il va, dans le cadre de son processus de production, il va s'intéresser aussi à l'ammoniac comme sous-produit. مزيان. مي تو سا هذا الشيء اللي تنقول لك راه تيقولوا خفيف في اللسان ثقيل في الميزان وبحال اون بارتيسيون ميوزيكال راه كل شخص يلعب لا بارتيسيون مول البيانو مول عندك شي واحد يعمل لك شي فوس نوت ولا يبدا يخربقها شي شويش ولا شي حاجه هذا هو فوالا لا فالور دون موني. Ça, c'est la valeur d'une monnaie. Et regardez des pays, l'argument. Quand vous voyez en Afrique, l'Afrique est très riche. Je reviens d'Afrique, j'ai été au 50e anniversaire et au 60e anniversaire de l'UMOA et de la BEAC. Ben, quand il n'y a pas la stabilité, riche, vous êtes riche, mais vous êtes pauvre. La sécurité, la stabilité. Oui, mais attention, il ne faut pas oublier que la Turquie a fait un développement économique où elle est parmi les 20 premières puissances mondiales maintenant. La Turquie est parmi les 20 premières puissances mondiales. La Turquie a un savoir-faire. Oui, ولكن مزيان علاش s'est effondré جابك انت السيد الرئيس تدخل البوليتيك مونيتير لا هبطوا لي طو لا ما طلعوش لي طو لا انا بغيتها لي طو كذا هذا شغالك انت. Il a changé 5 gouverneurs en deux ans. Il croit gagner les élections. C'est pas ça. Là où il se trompe, c'est que quand les gens sentent qu'au jour le jour, le pouvoir d'achat de leur monnaie fait un petit fond, à ce moment-là, ils sont contre vous, ils ne sont pas avec vous. Et c'est ça ce qu'il faut. علاش قبيله قلت لك ليتنا ناخذوا الدرس ديال ليكيب unie avec quelqu'un qui lui insuffle une nouvelle façon de... C'est ça. Et la Turquie, que vous avez pris la Turquie a des champions. Elle a des champions même dans les infrastructures.
dans l'industrie, dans le textile. Non. Puis maintenant, c'est une puissance militaire régionale. Elle est membre de l'OTAN. Non, la Turquie est une grande puissance. Un nombre de champions, ils ont des champions. Non. Et parmi les 20 premières puissances mondiales. ندوزو يلا سيدي بالحقيقة شي سيدة زدتي الدار غادي تسبق يلا. Consensus. Ahmed Jistimi de Reuters. J'ai une courte question. Est-ce que Reuters, est-ce que le relèvement du taux directeur est suffisant dans le cas du Maroc pour contrer l'inflation? Y a-t-il pas d'autres mesures que vous préconisez à part le taux directeur? Là, dans tous les pays du monde que vous voyez, les banques centrales ont deux instruments essentiels. Ils ont le taux directeur, ils ont une réserve obligatoire. Vous avez la BCE, elle travaille. Évidemment, il y a ce qui influe sur le plan de la politique monétaire et qui est lié à la politique non conventionnelle, c'est-à-dire l'achat d'actifs du public, c'est-à-dire les obligations d'État, etc. Bien, peut-être que si les besoins du Trésor se font sentir, bien, on ira sur le marché secondaire en tant que banque centrale acheter des bons du Trésor pour réguler la liquidité au niveau du marché des obligations de l'État. C'est possible. Maintenant, jusqu'à présent, le Trésor a utilisé ce dont qu'il possède lui-même. D'abord, il a utilisé la LPL. Il a utilisé 21 milliards de dirhams de LPL. Il a le marché des adjudications. Si ça ne suffit pas et si le marché ne répond pas, ben, la Banque centrale peut aller faire des achats sur le marché secondaire des obligations d'État pour fluidifier et donner les liquidités aux intermédiaires en valeur du Trésor pour pouvoir souscrire aux adjudications à venir du Trésor. Donc, mais au contraire, nous les avons fait utiliser tous les deux. Nous avons utilisé la réserve en premier à un moment donné, puis on a utilisé le taux directeur de la Banque centrale à la fois vers la baisse. Il ne faut pas oublier qu'on l'a baissé régulièrement. Et ensuite, nous avons, depuis septembre, réaugmenté le taux directeur de la Banque centrale. Et vérifier, quand j'ai été à Washington en avril pour la réunion du printemps et qu'on a eu la réunion avec la directrice générale pour le lancement des assemblées annuelles du Fonds et de la Banque en octobre 2023 à Marrakech, ben, elle a félicité le Maroc pour sa politique monétaire et le taux qu'il a augmenté, etc. Donc, ce sont en principe les instruments qui sont utilisés par les banques centrales. Et il y a bien sûr, on entre dans ce cas-là aussi dans la politique accommodante, mais maintenant la politique accommodante est un peu oubliée. Hein. Les conditions deviennent plus difficiles. Il y a une importante tombée en ce mois de décembre. Je rejoins la question de mon collègue de Express tout à l'heure. Est-ce que la LPL peut être tirée, sachant qu'il y a eu des discussions, etc., dans les 2 semaines à venir pour faire face à cela? Et la suite de cette question, M. Louali, cette potentielle intervention de Banque El Maghreb sur le marché secondaire, est-ce qu'elle a déjà eu lieu dans l'histoire? Est-ce que ça serait une première? Et comment vous la voyez, etc., vu vos statuts? Merci. Très bien, bonne question. D'abord, on évacue un problème. Ce n'est pas la LPL, c'est la modulable. Et la modulable a pour caractéristique d'être sans conditionnalité, mais la LPL avait des limites. Vous ne pouvez que tirer un certain pourcentage de votre quota.
la modulable est pratiquement sans limite. Évidemment, on voit un petit peu vos besoins justifiés, etc. Le timing que nous avons envisagé avec les passages et les fêtes de fin d'année, parce que les gens partent en fin d'année comme partout ailleurs, ce timing, si nous le serrons bien, si nous sortons du GAFI et si nous menons les négociations, ça sera en mars. Le dossier passerait en mars au niveau du Conseil et donc c'est la date qui, en principe, permettra au Maroc d'être éligible ou de signer avec le fonds la modulable. Maintenant, les besoins du Trésor, effectivement, il a eu une échéance qui a été payée, mais il va la payer sur les réserves de Banque al-Maghreb, c'est-à-dire sur la réserve officielle. Il n'est pas sorti sur le marché international. Je pense qu'il va y réfléchir pour le début de l'année si les conditions sont favorables. Ça a l'air de s'améliorer comme condition. Tout ça est à discuter avec les banques conseils et avec la due diligence qu'ils font au niveau de la petite du Conseil pour le papier Maroc, les conditions dont va être entouré cet emprunt. À ce moment-là, oui, c'est possible. Maintenant, nous, oui, c'est la première fois que Banque al-Maghreb, si elle le fait, ça sera la première fois. Mais c'est conforme à ses statuts, c'est conforme au niveau de la conduite de la politique monétaire. Au contraire, sur le plan interne, nous avons bien ficelé le cadre, les écritures comptables, tout est fait. Pas sur le marché primaire. Non, non, non. Pas sur le marché primaire. J'ai un complément, si vous voulez. Non. Oui, Monsieur Wali n'a pas fini. Vous avez fini, monsieur? c'est ce que vous m'avez demandé. Hein. Amin Qadiri, Très rapidement. Amin Qadiri Lavieko, quand vous dites les réserves de Banque al-Maghreb, y compris ce qui a été tiré sur les 2 milliards qui avaient été tirés sur la LPL. Ah oui, oui. Et les DTS, sont Oui, compris oui. Non, quand on dit le niveau de nos réserves de change, c'est le dernier chiffre que j'ai en tête, 342 milliards de dirhams, il y a tout. Bien sûr. Évidemment, on a payé avant terme une première échéance LPL, mais les deux échéances, mais il ne faut pas oublier que les deux échéances vont venir en 2024. Donc il faut s'y préparer. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Les échéances LPL vont venir en 2024. Et il faut s'y préparer. Pardon? Ah oui. Et donc, ça, ils ont utilisé mais pas le DTS. Ils n'ont pas utilisé le DTS. Le Trésor n'a pas utilisé l'allocation DTS. Par contre, il a utilisé l'allocation LPL, enfin le tirage LPL. Les deux, oui. Ils ont tiré 21 milliards de dirhams. 21 milliards de dirhams. Ah, bien sûr. Vous ne négociez qu'une LPL et pas plus. Je me suis dit? Le tirage de 2 trésors. Oui, assez récent. C'est très récent. Assez récent. D'accord, merci. Ouais. Là aussi, c'est conforme au statut de Banque al-Maghreb et c'est conforme au statut du Fonds monétaire international. Le fonds le permet, les statuts du fonds le permettent et les statuts de Banque al-Maghreb le permettent. Alors, on n'a pas fait de dialogue. À un moment donné, ils ont dit nous n'en avons pas besoin, c'est pour la balance des paiements. Bon, maintenant, ils ont estimé qu'ils ne sont pas sortis sur le marché international, ils ont des besoins, ils veulent les utiliser. Bon, ça leur appartient, c'est conforme au statut de Banque al-Maghreb et c'est conforme au statut du Fonds monétaire international. Oui, gauche. Oui, là. Tout d'abord, Monsieur Louali, je vous remercie pour votre présentation. En fait, j'ai 3 questions. Je suis Manal Ziani de l'AMAP. Donc, pour la première question, c'est une remarque par rapport à votre présentation. Vous n'avez pas évoqué l'inflation sous-jacente. Oui. On se demande pour quelle raison.
sachant qu'elle reflète l'évolution des prix des produits qui sont soumis au choc ponctuel. Vous avez tout ça dans ma note. En arrière, Fatim Bikoum. D'accord. Voilà, dans la note, il y a tout le détail. Vous avez l'inflation sous-jacente avec son évolution depuis 2019. Et vous avez également ce qui est échangeable, non échangeable, etc., avec le détail. La deuxième question, c'est par rapport à votre décision. D'ailleurs, les analystes s'accordent sur un point, c'est que les taux d'intérêt réels, ils sont négatifs. Oui. C'est le moment de le confirmer de votre part. Oui, oui. Et on se demande, est-ce que votre décision d'aujourd'hui rejoint cela? C'est pour relancer l'épargne et pour plutôt encourager l'épargne? Oui. À travers la décision de relèvement du taux Oui, directeur. je comprends, oui. La Ensuite. troisième question elle concerne la crypto-monnaie. Oui. Vous avez déjà annoncé Oui. le projet de réglementation de la crypto-monnaie. Absolument. On se demande aujourd'hui l'état d'avancement de ce projet. Ouais. Très bien. Très Merci bien. beaucoup. Très bien. Donc, on a évacué la première, sous-jacente et échangeable, non échangeable. Vous les avez dans la note en détail. En ce qui concerne l'épargne, c'est quelque chose à laquelle, personnellement, je suis très sensible. Nous sommes un pays de cash. Peut-être parmi le premier ou le deuxième, il y a un latino-américain et nous derrière, vraisemblablement. Et là, on fait tout pour essayer, pas avec beaucoup de succès malheureusement, mais la crise ne nous a pas aidés, parce que la crise fait que les gens ont une préférence pour le cash, ce qui fait que l'épargne, on est sensible, parce que si jamais l'épargne qui est canalisée dans le cadre du canal officiel normal, c'est-à-dire l'épargne financière à travers les banques, à travers les établissements de paiement, etc., ben, elle va rejoindre l'informel. Si elle n'est pas dans le canal formel, elle va rejoindre l'informel. Alors que nous avons déjà beaucoup de cash, etc. Donc on veille, on veille. Il faut dire que, honnêtement, nous n'avons pas vu, au niveau de toute cette période de crise, de retrait massif de dépôts au niveau des banques marocaines. Et là, je rejoins ce que je dis, c'est l'élément confiance. Et ça, c'est important. On ne l'a pas vu. Le cash, évidemment, l'année 2020, qui est l'année de crise, a vu une augmentation de la fiduciaire invraisemblable. Elle a augmenté presque de 20%, mais on est revenu à des rythmes d'augmentation de la fiduciaire qui sont ce qu'on connaît historique, c'est-à-dire entre 5 et 6%. C'est-à-dire, grosso modo, la fiduciaire augmente annuellement de 20 milliards de dirhams. Voilà, à peu près. Donc, que les dépôts augmentent au niveau des banques, c'est ce qu'on constate. D'ailleurs, vous le verrez, on le dit, cette année, les dépôts augmentent entre 5 et 6%. Les dépôts à vue, ce qui est pas mal. Donc, ça augmente de 5 à 6%. Les comptes sur carnet augmentent, ils ne baissent pas. Par contre, les comptes à terme baissent. Ils maintiennent leur mouvement baissier depuis pas mal de temps. Tout ça, on le suit de près. Évidemment, avec le taux d'inflation que nous voyons, l'épargne est rémunérée négativement, bien sûr. Les banques ne paient pas les dépôts à 6 mois ou à 12 mois à 6%, faisant une inflation de 6,6. Donc, si on doit rémunérer à 6,6, c'est lourd. Donc, ils ne rémunèrent pas. Donc, il y a une rémunération pour le moment négative. Évidemment, l'augmentation des taux que nous faisons va devoir pousser la clientèle à réclamer une meilleure rémunération au niveau du système bancaire. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, elle va pouvoir obtenir une rémunération positive, mais le différentiel sur le plan négatif va s'amoindrir ou diminuer. Donc là aussi, cette augmentation va dans le sens en faveur un petit peu de l'épargne. Pas totalement, mais en faveur. Alors pour les crypto-monnaies, je peux vous assurer que le projet est prêt.
C'est-à-dire, on l'a structuré, on a travaillé avec la Banque mondiale et le consultant, les différentes composantes de, je dirais, les différents chapitres de la loi sont bien remplis. Maintenant, on engage la discussion avec toutes les parties prenantes. Ce qui est lent, mais qui est nécessaire, de façon à ce que tout le monde adhère à ce projet de loi. C'est-à-dire, bien sûr, les ministères des Finances, c'est-à-dire les autres régulateurs, notamment l'AMC, l'autorité des marchés de capitaux, et la CAPAS, également l'autorité l'assurance. Il y a aussi, dans ce domaine-là, le fait que nous avons travaillé longuement, ne serait-ce que pour la définition marocaine de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on met dans la définition de cette crypto-monnaie? Parce que vous avez comment la BRI, comment elle l'a défini, la Banque mondiale, comment elle l'a défini, l'OCDE, comment elle l'a défini, la BCE, comment elle l'a défini. Bien sûr, il y a des données convergentes, mais il a fallu travailler sur tout ça pour voir un petit peu la spécificité. Ensuite, il y a eu l'enquête grand public. Nous avons mené une enquête grand public et il y a le détail de cette enquête, ce que détiennent les Marocains, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce que c'est pour spéculer, est-ce que c'est pour des paiements, est-ce que, etc. Donc l'enquête détaille un petit peu sur cet échantillon à quoi sont destinées au Maroc les crypto-monnaies. Donc il y a eu toute une enquête grand public qui a été menée. Et donc avec tous les résultats que nous avons pu obtenir au niveau de, je dirais, l'analyse des réponses qui ont été faites au niveau de la crypto-monnaie. Maintenant, le principe, c'est évidemment de ne pas brider l'innovation, mais en même temps de se protéger et de protéger les gens contre les risques. Tout genre de risques. Il y a des risques, plusieurs catégories de risques. Et donc, c'est ça sur lequel nous sommes en train de travailler, de faire l'aller-retour avec chacun des parties prenantes concernées, mais nous avons déjà un draft qui est là. Un draft complet. Un draft qui est presque complet. Voilà. Oui? Droite, gauche? Ah ben, formidable. Oui, oui, c'est vrai. Bonjour, Monsieur Ouali. Mes collègues ont déjà abordé la plupart des questions que je voulais poser, mais je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur le paiement mobile. Il y a 2 semaines, donc, il y a une grande campagne de communication autour du paiement mobile qui a été lancée au Maroc. Mais on voit que si les chiffres progressent bien, ils ne correspondent pas tout à fait aux attentes qu'avait exprimé Banque El Maghrib il y a 1 ou 2 ans de cela. Est-ce que les chiffres de 50 milliards de transactions l'année prochaine est toujours envisageable? Et sinon, à quelle échéance il a été repoussé? Est-ce que vous pensez qu'au niveau réglementaire et législatif, les choses sont au point, ou est-ce qu'il y a encore des améliorations à faire pour favoriser le développement? Merci. Il y a tout encore à pousser. Tout à pousser, tout. Ce qui est invraisemblable, c'est que sur un plan technique, on progresse. Nous avons maintenant 7,5 millions de wallets. Nous avons des opérations qui s'opèrent, mais en nombre limité. Interopérabilité, je parle interopérabilité. Et surtout, elles se font entre M-Wallet, de M-Wallet à M-Wallet. Deuxièmement, elles se font essentiellement pour des paiements de factures. Et puis, effectivement, là où nous avons fait le constat, c'est ce que vous dites, nous avons dit, on va lancer avec le switch et les différentes parties prenantes, une campagne, je dirais, de vulgarisation, de sensibilisation, pour montrer que il faut pas, à mon avis, donner au mobile banking tous les torts qu'on peut imaginer, etc. Maintenant, là aussi, nous sommes en train d'approcher de très près, avec le ministère de l'Éducation nationale, l'opération Tissé.
Parce que là aussi, nous poussons à ce que si on veut faire réussir ce mobile banking, il faut que les aides de l'État passent par ce mobile banking. Que les gens sachent que s'ils ne passent pas par cet instrument-là, il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas obtenir leurs aides ou qu'ils aient des difficultés à obtenir leurs aides. Et ça, c'est terriblement important. Alors, Tissir, nous sommes en train de travailler avec Paul, avec la CDG Développement, dans le cadre de l'accord qu'ils ont signé avec le ministère des Finances, avec le ministère de l'Éducation, CDG Développement. Nous sommes au milieu pour essayer un petit peu bien de canaliser tout ça pour faire avancer précisément cette utilisation. Mais ce qui serait formidable, c'est que ce qui se prépare au niveau du ciblage de la compensation, eh bien, doit se faire à travers ce mobile banking. Il faut, on essaye de pousser. Là, je قلت لك مثلا متبعين هذه العريرة هذه. Il faut qu'on y arrive. Il faut aussi que sur l'écosystème et les commerçants de proximité, on puisse obtenir encore quelques améliorations sur le plan fiscal, à la fois peut-être sur le plan de la carotte, mais également sur le plan du fait qu'on puisse les rassurer qu'ils ne seront pas dans le collimateur des contrôles fiscaux, etc. Donc c'est un peu tout ça que nous essayons de construire. Et cet écosystème mobile banking, donc, alors, on fait un pas en avant, on croit que ça y est, ça, puis c'est pas tout à fait ça, et puis, ولكن ما طلقينش وما غادي نطلقوش هذا هو ما طلقينش وما غادي نطلقوش parce que il est malheureux que vous ayez tout résolu sur un plan technique d'interopérabilité et que les gens très facilement peuvent obtenir ce qu'ils veulent à travers sur leur mobile banking et que ça ne se fasse pas. Et il est, je dirais presque dommage de voir des pays africains et même arabes, la Jordanie a réussi. La Jordanie a réussi son expérience. Que nous ne puissions pas le réussir. Arriver en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus lourd que de travailler avec le mobile banking. Battre tous ceux que vous avez battus, c'est plus lourd que le mobile. Techniquement, tout est prêt. Le switch est là, la validation sur un plan de table d'homologation est là. Tout est là. Mais l'écosystème n'est pas là. Oui. Bonjour, Soufiane Cheikh de l'Opinion. Juste pour rebondir sur cette question de mobile banking, vous avez cité des pays comme le Nigeria, l'Égypte. On voit que c'est une des raisons pourquoi le mobile payment a réussi, c'est que ça n'a pas été mené par des banques traditionnelles, mais par des fintech. Est-ce que l'erreur n'était pas de s'appuyer sur des banques classiques et d'ouvrir plutôt vers des startups qui sont innovantes et qui peuvent approcher mieux les consommateurs? Ceux qui sont les plus dynamiques, ce n'est pas les banques, c'est les établissements de paiement. Ah, donc je venais pour concurrencer le système bancaire. Oh, mais là, on le gros des wallets. Détrompez-vous, ce n'est pas les banques. Du tout. Du tout. Au contraire, nous sommes en train d'examiner comment assouplir les conditions de dépôt au niveau des établissements de crédit pour les booster encore davantage dans le cadre de ce travail. Maintenant, bien sûr, les fintech, on est obligé de travailler avec les fintech dans le cadre un petit peu de la stratégie nationale d'inclusion financière. Et nous avons pris ça à bras-le-corps à partir de la déclaration de Bali de 2018 pour essayer de mettre en place. Et nous avons signé, entendons-nous, que Banque al-Maghreb, bien avec la CDG, pour qu'ensemble, on puisse un petit peu pousser les startups marocaines peuvent apporter les solutions utiles et contribuer de façon utile précisément à résoudre ces problèmes-là. D'accord. Un grand merci.
tous mes voeux de bonnes et heureuses années, beaucoup de bonnes choses, surtout de la santé. ربي يحفظ البلاد ديالنا, hein, et dans une année. Merci.